Chers amis boursicoteurs, il est déjà temps de dire au revoir à l'année 2020. Quelle année, c'est incroyable! Pour plusieurs, l'année 2020 fut un désastre en raison de cette crise sanitaire qui, de mémoire d'homme, est sans commune mesure. En fait, il faut retourner 100 ans en arrière, soit à la fin de la Première Guerre mondiale, pour trouver dans l'histoire un événement similaire. Des gens ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu leur entreprise et le travail de toute une vie. Des gens ont perdu des proches, certains sont tombés gravement malades, d'autres ont vécu la solitude, l'isolement, la dépression et sans le moindre doute, nos libertés individuelles en ont pris tout un coup. En fait, 2020 est une année à oublier pour la majorité d'entre nous. Cependant, pour d'autres, 2020 fut l'une des meilleures années de leur vie, et ce pour toutes sortes de raisons personnelles, mais aussi financières, vous devez vous en douter. Malgré cela, tout le monde souhaite laisser 2020 derrière soi pour débuter 2021 avec un optimisme renouvelé. J'ai espoir que le pire est derrière nous et que de beaux jours ensoleillés se trouvent devant nous. Du moins, je le souhaite âprement. Avant de clore 2020, je me suis dit qu'une revue de l'année 2020 à la sauce Joe Finance pourrait vous intéresser. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter pour chaque mois de l'année un court extrait vidéo qui représentait l'état d'esprit que j'avais en fonction des événements qui se déroulaient à ce moment. Vous allez voir, c'est divertissant. En terminant, je veux remercier chacun d'entre vous de me soutenir en écoutant, en aimant, en partageant mes vidéos. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous et on se revoit en 2021. Autre élément qui risque d'être impacté par le coronavirus, c'est certaines marchandises comme le pétrole, étant donné que les transports sont mis à l'arrêt, les lignes aériennes sont clouées au sol, la demande pour le pétrole va être réduite. C'est donc dire qu'on pourrait avoir une baisse du prix du pétrole, à court terme du moins. D'un autre côté, l'épidémie va avoir des coûts pour les gouvernements à l'échelle mondiale qui ont mis en place des mesures sanitaires qui coûtent cher. Donc reste à voir quel va être le taux de mortalité pour le coronavirus. Évidemment, plus le taux de mortalité est haut, mais plus ça risque de créer de la peur. Et évidemment, la peur, ça fait quoi? Ça fait que les gens vont rester chez eux, les gens vont cesser de consommer. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on pourra avoir des conséquences sur l'économie et sur les marchés. Parce qu'on pourrait voir les profits futurs de certaines entreprises à la baisse et ça pourrait faire chuter le cours des actions. Oui, dernièrement, la majorité des entreprises ont connu de bons résultats, mais est-ce que ça justifie une évaluation aussi élevée pour les actions du S&P 500 par exemple? À mon avis, les investisseurs minimisent beaucoup le risque que certains éléments qui se produisent présentement pourraient avoir sur l'économie et comptent beaucoup trop sur la Fed. Or, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'économie présentement, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière, donc la question c'était à savoir, est-ce que le coronavirus pourra avoir des impacts sur l'économie? Et bien aujourd'hui, c'est pratiquement confirmé, ce virus va avoir des conséquences sur l'économie et éventuellement, lorsque les investisseurs vont se réveiller, le prix des actions devrait chuter. Reste à voir quelles vont être les conséquences de ce virus sur l'économie, mais si ça continue comme ça, elles risquent d'être substantielles. Puis, contrairement au message ambiant, je veux pas être alarmiste, mais le coronavirus, c'est pas juste une simple grippe. Et il faut retourner aux faits finalement pour le réaliser. Comment avez-vous trouvé la journée? C'était complètement dément. La journée n'était même pas commencée que les futures contracts du Dow Jones étaient en baisse de 1800 points. La journée s'est terminée dans une hémorragie complète. Je ne me rappelle pas avoir vu des journées comme ça. C'est totalement fou. Si on fait un petit résumé bref de la journée, le Dow Jones en baisse de 2013 points ou 7,8%. Le S&P 500 de 225 points, 7,6%. Le Nasdaq 625 points, 7,2%. Le TSX 1660 points, 10% de baisse. Et donc le baril de pétrole a terminé la journée en baisse de 25%. Donc le prix du baril de pétrole est autour de 30 $ présentement, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la guerre du Golfe en 1991. Les actions des compagnies aériennes sont en train de s'écraser littéralement. Ensuite de ça, les croisiéristes, même chose, les actions des croisiéristes. Donc je vous présente l'action de Carnival Cruise qui c'est vraiment c'est en chute libre. Les banques canadiennes aujourd'hui
en chute, là, un BMO en chute de 10%, les autres banques aussi, c'est complètement hallucinant. Même chose aux États-Unis. Je viens de recevoir une notification, c'est plus 16 millions de personnes qui sont en quarantaine en Italie, c'est 60 millions. Donc le pays au complet a été placé en quarantaine. Les gens ne doivent plus sortir de chez eux. Puis là, ben, les investisseurs s'inquiètent parce que, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, si on applique les mêmes genres de mesures draconiennes en Amérique, donc aux États-Unis ou même au Canada, si ça se produit aux États-Unis, ça va faire mal, là. Et puis, ben, on réalise de plus en plus avec ces mises en quarantaine qui sont appliquées que le scénario chinois se confirme ici en Amérique du Nord. Donc, ce qu'on a vu en Chine, les mises en quarantaine forcées, l'arrêt d'usines, la fermeture de lieux de travail, la fermeture de commerce, ben on est en train de réaliser que ça s'en vient ici aussi. Sans aucun doute, ce genre de mesure va amener l'économie non seulement québécoise, canadienne, mais américaine aussi, en récession. Donc, est-ce qu'on se dirige vers une Grande Dépression 2.0? On a connu une chute de 30% du Dow Jones en 22 jours. C'est le record historique depuis qu'on tient à jour des données sur le marché. Pour l'année 2020, on prévoit une baisse sur l'année de 8,8% du PIB américain. Selon le président de la Fed, James Bullard, lui avance qu'on pourrait voir le taux de chômage augmenter jusqu'à 30%. Est-ce qu'on va avoir une grande dépression 2.0? La vérité, c'est que c'est fort peu probable qu'on ait quelque chose qui s'étende sur plusieurs années comme ce qu'on a connu lors de la Grande Dépression, en fait. On voit que la Fed essaie de prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser le plus possible les conséquences de la crise économique à venir sur les marchés. On ne devrait pas avoir une grande dépression 2.0, mais on devrait avoir quelque chose d'historique, là, ça c'est certain. Grosse journée aujourd'hui sur le marché du pétrole. Comme vous avez pu le voir, le WTI, le West Texas Intermediate, qui est essentiellement le pétrole qui est produit aux États-Unis, a atteint un niveau jamais connu auparavant. C'est-à-dire que les future contracts du mois de mai pour le WTI se sont transigés aujourd'hui à moins 37 $ le baril. Donc le PIB américain a chuté de 4,8% dans le premier trimestre de 2020. C'est la chute la plus importante depuis le quatrième trimestre de 2008, donc dans la grande récession qu'on a connue. Autre élément qui a participé à la propulsion des marchés et qui propulse les marchés depuis finalement quelques semaines déjà, eh bien c'est la Fed, notre super-héros, qui continue de soutenir les marchés de façon importante et on a connu une émission record de dettes classées investissement par les entreprises au cours des dernières semaines. Et évidemment, les entreprises, leurs revenus sont à zéro, veulent se financer, émettent de la dette. Et bon, pour lubrifier les marchés, pour s'assurer que les marchés continuent de fonctionner, la Fed achète cette dette-là. Ce qui permet à plusieurs entreprises de garder la tête en dehors de l'eau, de continuer à financer leurs activités, du moins leurs coûts fixes pour passer à travers la tempête. Ce qui fait que les marchés continuent à connaître de bons gains au quotidien, jour en jour. C'est sûr qu'à regarder les marchés monter comme ça jour après jour, ça met en doute finalement toute la théorie du bull trap. Hein? On se questionne à savoir, ben là, finalement, est-ce qu'on a la reprise en V que certains analystes, certains économistes mentionnaient? Alors, tout va bien, les marchés sont complètement en feu. Le Nasdaq est en hausse de 1 ou 2% sur l'année. Le S&P 500, on a connu une baisse d'environ 9%, mais on devrait être en mesure de rattraper cette baisse au cours des prochaines semaines. Si on regarde du côté des entreprises, Tesla vend un niveau record de voitures. Uber fait des courses comme elle n'en a jamais fait auparavant. Les parcs de Disney sont en feu. Facebook vend de la publicité comme elle ne l'a jamais fait. Au niveau du marché du travail, ça va super bien. Le marché du travail est solide. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. En fait, oui, les marchés sont en feu, mais tout le reste, c'est complètement faux. Regardons les chiffres qui sont sortis aujourd'hui du côté des États-Unis. Le taux de chômage aux États-Unis en avril est de 14%. Au Canada, 13% en avril. Au Québec, 17%. Ce niveau d'irrationalité sur les marchés compte tenu de la crise qu'on vit présentement. Bon, trois principaux facteurs selon moi. Le premier, évidemment, c'est la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui injecte des liquidités comme jamais sur les marchés.
Le marché du kangourou, c'est une période en bourse où les cours ne semblent pas avoir de direction, ni à la hausse ni à la baisse. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de période de stagnation au niveau du prix des actions. C'est caractérisé à la fois par de l'optimisme et du pessimisme. Donc, c'est une période où on a beaucoup d'incertitudes. Depuis quelques mois, on semble faire du surplace. Donc, on a vraiment un niveau qui a été maintenu pendant 2 mois environ. Et puis là, on a une petite hausse. Et puis là, on semble retourner à la baisse, c'est-à-dire que à la manière d'un kangourou, le marché monte et descend comme un kangourou saute pour se déplacer. Alors, on a de la difficulté sur les marchés à tracer une tendance, soit à la hausse, soit à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on semble attendre une nouvelle qui va nous permettre vraiment de propulser les marchés. Cette compilation de données faite par Bloomberg démontre que la situation ne s'est améliorée que très peu au niveau économique et qu'un retour vers le pire du pire en orange foncé sur le graphique n'est pas exclu à mesure que le nombre de cas augmente et que de nouvelles mesures de confinement sont introduites. Maintenant, face à ce confinement 2.0, les marchés pourraient-ils s'effondrer de nouveau? Sans surprise, tout le monde sait maintenant que les marchés sont totalement déconnectés de la réalité. La valorisation des marchés par rapport aux profits anticipés est à des niveaux records. Les différents indices ont récupéré l'essentiel de la baisse connue en mars. Certains, comme le Nasdaq, sont en territoire record. Si on considère que le pire est réellement derrière nous, le confinement 2.0 pourrait au mieux créer une fenêtre d'opportunité avec une petite correction de quelques pourcentages sur les marchés. En raison des mesures sans précédent introduites par la Fed, je ne vois pas comment les marchés pourraient chuter de façon importante. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est pas une blague, le Nasdaq est maintenant rendu au-dessus des 11 000 points. Le S&P 500 s'approche grandement de son record et des 3 400 points et le Dow Jones continue sa montée vers les 28 000, 29 000 points. Alors, quelle est la hausse qu'on a connue sur les marchés récemment? Elle est assez impressionnante. Si on regarde les chiffres depuis le début de l'année, le Nasdaq est en hausse de 22,6%. Mais si on prend le chiffre depuis son point bas du mois de mars, on est en hausse de 67% sur le Nasdaq. Pour ce qui est du S&P 500, depuis le début de l'année, on est maintenant en zone positive avec une hausse de 4,6%. Mais si on regarde depuis le point bas du mois de mars 2020, on est en hausse de 55% sur le S&P 500. La nouvelle règle de la Fed sera maintenant basée sur la moyenne de l'inflation dont la cible sera de 2%. Voyez-vous la nuance? Au lieu de réagir à chaque fois que l'inflation s'approche de la cible de 2% pour freiner l'économie en haussant les taux d'intérêt, la Fed vise à ce que l'inflation soit en moyenne de 2% pour une période de temps donnée. Elle laissera donc l'inflation monter au-dessus des 2% au cours des prochaines années. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on pourrait avoir une inflation à 4 ou à 5% et la Fed pourrait la justifier avec sa moyenne. Pourquoi on change réellement la règle afin de permettre la création d'inflation dans l'économie? La vraie raison, selon moi, c'est que la Fed sait qu'il y aura de l'inflation et qu'elle ne peut la combattre. La Fed sait que le niveau d'endettement actuellement pour les entreprises et les gouvernements est encore pire qu'avant la crise, que les marchés sont accros à l'argent gratuit et que si elle hausse les taux pour maîtriser l'inflation, eh bien que cette méga bulle éclatera. Tous ceux qui détiennent des actifs tels que les actions de l'immobilier, de l'or, même des œuvres d'art, bénéficieront d'une certaine façon de l'inflation. Le prix de leur actif grimpera. Toutefois, les gens qui ne détiennent aucun actif s'appauvriront. Les prix des biens et services augmenteront, nourriture, électricité, loyer, leurs salaires ne suivront qu'à retardement, l'épargne sera dévalorisée et leur niveau de vie diminuera. En fait, pour avoir évité à de multiples reprises de dégonfler la bulle d'endettement qui pèse sur notre économie et dont les banques centrales et dont le gouvernement sont responsables, ces derniers participeront à l'élargissement du fossé entre les riches et les pauvres.
Il semblerait que nous puissions être dans un crash 2.0. Le S&P 500 était en baisse aujourd'hui de 3,5% et le Dow Jones autour de 900 points. Alors, grosse journée en bourse, grosse journée dans le rouge. C'est bien évidemment la crise sanitaire. Alors, il semblerait que nous sommes officiellement entrés dans la deuxième phase de la crise sanitaire. Ça se déroule un peu partout dans le monde et bien évidemment, les autorités réagissent en réintroduisant des mesures de confinement qui, comme on le sait, sont très nocives pour l'économie. Bon, c'est bon pour la santé publique, mais c'est très nocif pour l'économie parce que les entreprises sont fermées. Alors là, on n'a plus de revenus, les gens sont mis à pied, les entreprises font faillite. Ça se transpose sur les marchés boursiers qui deviennent de plus en plus inquiets. Parallèlement à ça, la deuxième cause de la volatilité sur les marchés, c'est bien évidemment l'élection qui approche à grands pas, donc qui va être la semaine prochaine, l'élection américaine bien sûr. Maintenant, est-ce que je pense que ce mouvement à la baisse va se poursuivre ou on va avoir une situation qu'on a eue au mois de mars, où jour après jour on avait des baisses de 3, 4, 5, même on a eu des 7%, où on a eu à utiliser les circuit breakers qu'on appelle, donc les freins d'urgence sur les marchés boursiers pour éviter que ça baisse davantage. À mon humble avis, non. Pourquoi? Eh bien, la raison, c'est qu'on a notre frein d'urgence qui, cette fois-ci, n'est pas un frein mis sur les marchés boursiers par exemple, la bourse de New York, mais c'est notre frein d'urgence, c'est la Réserve fédérale américaine. La bonne nouvelle qu'on a eue, c'est le vaccin efficace à 90% qui a été conçu par Pfizer et BioNTech, une entreprise allemande. Bien évidemment, l'arrivée d'un vaccin pourrait nous permettre de contrôler la crise sanitaire, ce qui veut dire qu'on pourrait mettre fin aux restrictions qui font mal à plusieurs entreprises actuellement. Je n'ai pas besoin de vous nommer les secteurs, vous les connaissez. Et ça pourrait permettre d'enclencher une réelle reprise économique dans tous les secteurs de l'économie. L'arrivée de cette nouvelle a bien sûr excité les marchés. On est entré dans une espèce de phase de rotation sur les marchés. Donc, plusieurs intervenants ont quitté les secteurs défensifs pour se lancer à la chasse dans les secteurs cycliques, les secteurs de valeur. Parlons de la performance récente des marchés. Le mois dernier, la performance des marchés a été complètement phénoménale. On a connu un mois de novembre d'enfer. Le S&P 500, par exemple, qui a connu un gain de 10,6%. Le Dow Jones avec un gain de 10,7%. C'est ni plus ni moins le meilleur mois pour le Dow Jones depuis janvier 1987. Ça vous donne une idée là, des gains qu'on a connus sur les marchés le mois dernier. Parlons maintenant du Nasdaq, où on retrouve les grandes entreprises technologiques. Une hausse de 12,7%. Les marchés sont surexcités, on est suroptimiste et on se retrouve avec une surévaluation de plusieurs titres en bourse. Ce qui laisse planer qu'éventuellement, dans quelques semaines, peut-être quelques mois, il va y avoir un rééquilibre qui va se faire quant au sentiment des investisseurs. Donc, on pourrait peut-être voir une baisse du prix des actions sur les marchés. Le forward PE présentement du S&P 500 est à 22. Historiquement, on est beaucoup plus dans l'intervalle du 17-18 au cours des dernières années, ce qui veut dire que malgré le fait que oui, la situation économique va s'améliorer au cours des prochains mois, les profits des entreprises devraient revenir à des niveaux beaucoup plus normaux, mais même si les profits sont rétablis, le prix des actions reste très élevé. Si vous pensez par exemple que parce que les marchés sont à des niveaux records, vous devriez vous retirer du marché et attendre qu'il y ait une potentielle correction, je pense que c'est la pire chose à faire et les événements qui se sont produits en 2020 en raison de la crise sanitaire nous l'ont prouvé. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.